Un roi du Moyen-Âge pouvait-il vraiment faire décapiter n'importe qui sur un simple caprice? Contrairement à ce que montrent les films, il ne pouvait pas faire tout ce qu'il voulait. Un simple mauvais choix, et ça pouvait parfois leur coûter leur armée, ou bien même leur trône. Car contrairement à ce que montrent les films, les rois médiévaux étaient loin d'être tout-puissants. Mais alors, qui détenait réellement le pouvoir? Un mythe tenace. Commençons cette vidéo par une question simple. D'où vient cette image du roi tout-puissant qui fait ce qu'il veut, quand il veut, le tout sans avoir à rendre de compte à personne? Eh bien, elle vient tout simplement du cinéma et des séries télévisées, mais également des romans historiques, des jeux vidéo, bref, de tout ce que la culture populaire a fabriqué autour du Moyen-Âge depuis des décennies. Et dans ces récits, le roi est toujours le même, un monarque absolu dont la seule parole peut élever un héros à la noblesse ou bien au contraire l'envoyer au cachot. En résumé, son bon vouloir décide du sort des peuples, sa colère déclenche les guerres et sa générosité récompense les fidèles. Ce portrait est pratique pour raconter des histoires, sauf qu'il est trompeur. Car en effet, les rois, les empereurs, les califes et même les papes du Moyen-Âge n'ont presque jamais exercé un pouvoir véritablement illimité. Partout, tout au long de l'époque médiévale, le pouvoir se négociait, se partageait et demeurait limité. Et bien souvent, les rois qui l'oubliaient le payaient très cher, avec des révoltes, des guerres civiles, la dépossession de leurs terres et parfois même la perte de leur couronne. La Magna Carta. Commençons par l'Angleterre et par un événement qui résume à lui seul toute cette question du pouvoir. Nous sommes le 15 juin 1215. Le roi Jean d'Angleterre, surnommé Jean sans terre, est contraint de signer un document que ses barons lui mettent sous les yeux. Ce document s'appelle la Magna Carta, ou Grande Charte, et il restera l'un des textes les plus importants de l'histoire politique de l'Occident. En effet, pour la première fois, un roi d'Angleterre reconnaissait par écrit que ni lui ni son gouvernement n'étaient au-dessus des lois. Et comment en est-on arrivé là? Eh bien, pour le comprendre, il faut revenir sur le règne de Jean qui dura 27 ans, de 1199 à 1216. Ce roi avait accumulé les erreurs et les tensions avec la noblesse. Il avait aussi et surtout alourdi considérablement les impôts, et ce pour financer une guerre contre la France. Or, dans le système de l'époque, les nobles étaient prêts à fermer les yeux sur beaucoup de choses si une victoire militaire leur rapportait des terres et de la gloire. Problème, Jean n'a pas gagné cette guerre, disons-le, financée en grande partie par ses sujets, car en juillet 1214, à la bataille de Bouvines, c'est bien son rival le roi de France Philippe II qui l'écrase. Résultat, ses propres barons, qui avaient payé pour cette défaite sans en tirer aucun bénéfice, se retrouvaient plutôt mécontents. Mais ils avaient aussi une autre raison de l'être. Jean avait en effet pris l'habitude de gouverner sans consulter ses grands seigneurs. Or, en Angleterre, il existait depuis longtemps une tradition, à savoir que les décisions importantes se prenaient avec l'accord d'un conseil rassemblant les barons et les évêques. Jean avait ainsi régulièrement ignoré cette pratique, et ce n'était pas seulement une offense à leur orgueil, c'était aussi et surtout une violation d'un accord implicite sur lequel tout le système reposait. Une rébellion des barons éclata donc, et Jean se retrouva acculé. Pour sortir de la crise, il accepta de signer cette fameuse Grande Charte, mais que disait ce texte concrètement ? Eh bien d'abord, il limitait le droit du roi à imposer de nouveaux impôts sans le consentement d'un conseil de barons et de prélats. Ensuite, il protégeait les hommes libres contre l'emprisonnement, l'exil ou bien la saisie de leurs biens sans jugement. Il garantissait également un minimum de justice, en précisant qu'aucun officier royal ne pouvait accuser un homme sans preuve crédible. Également, il limitait les réquisitions que le roi pouvait faire sur les propriétés privées, y compris le bois de chauffage. Enfin, il créait un conseil permanent de barons chargé de veiller à l'application de ces principes, un conseil que l'on pourrait qualifier d'ancêtre direct du futur Parlement anglais. La formule la plus célèbre du texte dit simplement « À personne nous ne vendons, à personne nous ne refusons, ni ne retarderons le droit ou la justice ». Ces mots semblent évidents aujourd'hui, mais en 1215, ils représentaient une véritable révolution. Bien sûr, Jean n'avait aucune intention de tenir ses engagements, et à peine la signature apposée, il chercha à s'en défaire, allant même jusqu'à demander au pape de déclarer la charte nulle et non avenue. Mais cela ne changea rien à l'essentiel. Le principe était posé, et cette charte allait désormais limiter durablement le pouvoir des rois d'Angleterre. Le système féodal.
Pour comprendre les limites du pouvoir royal au Moyen Âge, il faut comprendre avant tout le système féodal, parce qu'il résume quasiment à lui seul le principal paradoxe du pouvoir médiéval, à savoir qu'un roi pouvait être le plus puissant des seigneurs sans jamais être tout-puissant. Imaginez donc un roi qui règne sur un territoire très vaste, mais au final trop vaste pour qu'il puisse tout contrôler depuis sa capitale. Les routes médiévales sont mauvaises, les messagers lents et les brigands nombreux. Dès lors, plusieurs problèmes se posent. Comment maintenir l'ordre dans une campagne reculée à plusieurs semaines de cheval? Également, comment collecter des impôts dans des villages que le roi n'a jamais vus? Et enfin, comment lever une armée quand la guerre éclate? La réponse, c'est de tout simplement déléguer le pouvoir. Le roi prenait ainsi l'habitude de confier de grands fiefs à de puissants seigneurs, en l'occurrence les barons, qui avaient la charge d'administrer ces terres en son nom. En échange, ces mêmes barons administraient leurs terres et en percevaient les revenus. Par contre, en contrepartie, ils devaient fournir des soldats au roi chaque fois qu'il les appelait à la guerre. Petite précision, ce n'étaient pas les barons eux-mêmes qui collectaient les impôts. En Angleterre, par exemple, les revenus royaux étaient surtout collectés par les shérifs, tandis qu'en France, les rois s'appuyaient progressivement sur leurs propres officiers, comme les baillis et les prévôts, et ce pour administrer leurs domaines ainsi que percevoir leurs revenus. Ce que faisaient par contre les barons, c'était de diviser à leur tour leurs terres entre des seigneurs plus petits, souvent des chevaliers qui juraient fidélité à leurs barons de la même façon que les barons juraient fidélité au roi. Chaque échelon avait donc ses obligations vers le haut et ses droits vers le bas. C'est ce que l'on appelle le contrat féodal. Et c'est là que résidait toute la limite du pouvoir royal. En effet, ce contrat engageait autant le roi que ses vassaux. Ainsi, quand un baron refusait de remplir ses obligations, le souverain pouvait très bien le sanctionner. Mais encore fallait-il en avoir les moyens, car pour contraindre un grand seigneur, il fallait une armée. Or, cette armée était précisément fournie par les autres barons. Autrement dit, un roi qui se mettait l'ensemble de sa noblesse à dos risquait tout simplement de se retrouver sans force pour imposer son autorité. Et sans force, le pouvoir d'un roi restait largement théorique. Et puis, il y avait également la question de l'argent. Lever des mercenaires coûtait cher. Or, les revenus du roi étaient souvent limités à ceux de son domaine et à quelques droits féodaux. Pour financer une guerre, il devait donc fréquemment obtenir l'aide financière de ses grands vassaux ou bien négocier de nouveaux prélèvements. Cette dépendance constituait une limite très concrète à son autorité. Elle explique pourquoi les monarques médiévaux faisaient si souvent des concessions, non pas par générosité, mais tout bonnement par nécessité. En Angleterre, cette tradition de consultation remontait loin, dès la fin du Xe siècle. Le roi, Ethelred, avait institué une assemblée de grands seigneurs pour l'aider à gouverner. Guillaume le Conquérant lui-même avait repris et formalisé cette pratique après sa conquête de l'Angleterre en 1066. Son fils Henri s'appuya aussi lourdement sur ce conseil. Et à mesure que les décennies passèrent, ce conseil de barons et d'évêques grandit en importance au point que les chroniqueurs du XIIe siècle le désignèrent sous le nom de Grand Conseil. C'est justement ce Grand Conseil qui devait être convoqué à chaque fois qu'on voulait voter un nouvel impôt, promulguer une nouvelle loi ou bien prendre une décision d'état-major. Philippe Auguste et la France. Traversons maintenant la Manche pour évoquer le cas de la France, où la situation était encore plus prononcée, car à la fin du XIIe siècle, le roi de France exerçait une autorité directe sur un territoire remarquablement petit. Voilà ce que cela voulait dire concrètement. Le roi régnait donc théoriquement sur l'ensemble de ce que nous appelons aujourd'hui la France, sauf qu'en pratique, il ne contrôlait directement qu'une petite région autour de Paris, d'Orléans et de Compiègne. Tout le reste était aux mains des grands seigneurs qui avaient leurs propres lois, leurs propres tribunaux et leurs propres armées. Certains de ces seigneurs étaient même plus puissants que le roi lui-même. De plus, une grande partie du territoire était tenue par les rois d'Angleterre qui possédaient en France de vastes domaines hérités par mariage et conquête. C'est dans ce contexte qu'arrive au pouvoir en 1180 un roi qui va tout changer. Il s'appelle Philippe II. L'histoire le retiendra sous le surnom d'Auguste. Philippe est avant tout un guerrier. En effet, il mène personnellement des campagnes militaires contre les seigneurs anglais et contre ses propres vassaux les plus turbulents, ce qui lui permet de reconquérir progressivement le contrôle de nombreux territoires. Et pour remplacer les grands barons dans l'administration de ces terres reconquises, il décide de s'appuyer sur quelque chose de relativement nouveau.
en l'occurrence une classe de fonctionnaires nommés directement par le roi, les baillis, les sénéchaux, mais également les prévôts. Ces hommes ne sont pas des seigneurs héréditaires, ils sont nommés par le roi, payés par lui et révocables à tout moment. C'est le début d'une sorte d'administration centrale professionnelle. En parallèle, Philippe s'appuie sur un autre allié de poids, à savoir la bourgeoisie des villes. Ces marchands, artisans et banquiers en pleine croissance économique n'ont en effet aucune raison d'aimer les grands barons qui les taxent et les contrôlent localement. En échange de leur soutien financier et militaire, le roi leur accorde des libertés et des chartes urbaines. À noter que cette alliance entre le pouvoir royal et les classes commerçantes sera un moteur de centralisation pendant tout le reste du Moyen Âge. Cependant, même Philippe II ne gouverna pas véritablement seul. Il avait hérité de son père un conseil royal composé d'aristocrates et d'évêques. Ce même conseil, il va l'agrandir en y ajoutant un chancelier chargé de l'administration et même des clercs d'origine non aristocratique. Ce conseil était censé participer activement à l'élaboration des lois, mais également des décisions de politique étrangère. Philippe ne faisait certes pas tout ce qu'il voulait, mais il en avait tout de même la maîtrise, puisque c'est lui qui en décidait la composition et les convocations. À sa mort, en 1223, ses successeurs développèrent encore davantage ce conseil en y intégrant un nombre croissant de spécialistes du droit. Par la suite, ce groupe devait se transformer en une institution séparée qui deviendrait la première incarnation du Parlement de Paris. La centralisation progressait, mais elle ne s'était jamais faite sans partager au moins une partie du pouvoir. Le Saint-Empire romain germanique. Si la France illustre comment un roi pouvait progressivement renforcer son autorité, le Saint-Empire romain germanique illustre l'exact opposé. Au XVIIIe siècle, le philosophe Voltaire ironisera en écrivant que le Saint-Empire romain n'était ni saint, ni romain, ni empire. La formule est certes cruelle, mais elle contient une part de vérité. À noter que l'Empire couvrait grossièrement le territoire de l'Allemagne actuelle et des pays voisins. Il avait les dimensions d'une grande puissance, sauf qu'il ne fonctionnait pas du tout comme une grande puissance. Une bonne raison à cela, l'empereur n'était pas héréditaire. Et pour cause, il était élu par un groupe de grands seigneurs laïcs et ecclésiastiques qu'on appelait les princes. Et pour se faire élire, un candidat devait promettre des faveurs, faire des concessions, ainsi que distribuer des avantages. Autrement dit, avant même d'être couronné, l'empereur était déjà redevable envers ceux qui l'avaient porté au pouvoir. Une fois élu, sa situation ne s'améliorait pas vraiment. L'empereur ne contrôlait directement qu'une petite partie de ses territoires, appelés le domaine impérial. Tout le reste était administré de façon quasi indépendante par ces mêmes princes, ducs, comtes, marquis et évêques. Ces derniers levaient leurs propres impôts, rendaient leur propre justice et menaient parfois leur propre guerre. Le cas de Frédéric II de Hohenstaufen, élu en 1220, illustre bien ce paradoxe. C'était l'un des monarques les plus intelligents et les plus cultivés de son époque. Il avait une vraie vision d'un État moderne centralisé, mais il était également roi de Sicile et d'Italie du Sud. Et c'est là qu'il consacrait l'essentiel de ses efforts et de ses réformes. Pour maintenir la paix en Allemagne et garder le soutien des princes du Nord, il leur fit une concession majeure. En 1231, il signa un texte connu sous le nom de Statut en faveur des princes. Ce document reconnaissait pour la première fois que les princes étaient propriétaires de leurs terres, pas simplement usufruitiers par la grâce de l'empereur. En clair, Frédéric venait de renoncer à presque tout pouvoir exécutif sur la majeure partie de son empire, et ce pour en conserver la couronne nominale. Le résultat, c'est que l'empereur régnait sur un ensemble fragmenté et centrifuge, où chaque seigneur local faisait ce qui lui convenait dans les limites de son domaine. Comme vous le voyez, l'idée même d'un monarque tout-puissant n'avait guère de sens dans le Saint-Empire. Le califat abbasside. Quittons l'Europe pour nous tourner vers le monde islamique, et notamment vers le califat abbasside qui contrôlait une grande partie du Moyen-Orient, de l'Asie centrale et de l'Afrique du Nord. Un califat, c'est un peu l'équivalent d'un empire dans la terminologie islamique. Le calife n'est pas seulement un chef politique, c'est également le successeur spirituel du prophète, le gardien de la foi et le représentant de Dieu sur terre, selon la conception officielle du régime. C'est une légitimité d'une toute autre nature que celle d'un roi européen. Le
Le califat abbasside vécut sa période la plus florissante entre le 8e et le 13e siècle. Son souverain le plus représentatif pour la période qui nous intéresse s'appelle Al-Nasir, qui régna de 1180 à 1225. Des historiens qui ont étudié ce régime estiment qu'il s'agissait d'un despotisme fondé sur la force militaire et une revendication de droit divin. En théorie, le calife devait obéir à la charia, c'est-à-dire la loi islamique. Mais en pratique, il n'existait aucun mécanisme institutionnel pour l'y forcer, sauf bien évidemment la révolte ouverte. Donc, sur le papier, le calife avait bien plus de liberté d'action qu'un roi européen, sauf qu'en pratique, plusieurs contraintes s'imposaient à lui. D'abord, comme tout dirigeant d'un vaste territoire, il ne pouvait pas tout contrôler lui-même. Il avait donc besoin de gouverneurs locaux. Et là, une différence importante apparaît par rapport à l'Europe. Et pour cause, les gouverneurs des provinces abbassides n'étaient pas des nobles héréditaires ayant reçu leurs terres de père en fils. Ils étaient nommés directement par le calife, par un acte d'investiture. Cette méthode favorisait ainsi une sorte de méritocratie qui assurait que chaque gouverneur était un représentant direct du souverain, révocable à volonté. En échange de leur nomination, les gouverneurs jouissaient d'une grande liberté locale et surtout dans les provinces éloignées de Bagdad. En fait, le gouvernement central n'intervenait que lorsqu'un problème grave éclatait ou quand les taxes n'arrivaient plus. Une autre différence avec l'Occident réside au sein même de l'armée abbasside, qui présentait en effet une particularité majeure. Contrairement aux rois européens qui dépendaient des levées de leurs barons, le calife finançait lui une armée centralisée payée directement par le trésor impérial. Cette capacité militaire autonome lui donnait évidemment beaucoup plus de latitude, ce qui lui permettait de faire respecter son autorité et ce sans passer par l'intermédiaire d'une aristocratie rebelle. Cependant, cette même armée était également une source de risque. Composée en grande partie de mercenaires, elle pouvait en effet devenir dangereuse si ses chefs devenaient trop puissants. Pour gérer ce risque, le calife délégua donc une partie du commandement militaire à des gouverneurs spéciaux. Raison pour laquelle certaines grandes régions furent confiées à des sultans quasi indépendants qui commandaient leurs propres armées et pouvaient mener leurs propres guerres. Le sultan d'Égypte et de Syrie, le fameux Saladin, en est l'exemple le plus célèbre. Formellement subordonné au calife, il avait cependant en pratique une autonomie quasi totale, au point de décider seul de ses campagnes contre les croisés. Enfin, le calife disposait d'un conseiller de premier rang, le vizir, sorte de premier ministre investi de pouvoirs considérables. Ce vizir était un homme de confiance, mais il représentait aussi un contre-pouvoir réel. Le calife devait choisir ses vizirs avec soin et en tenir compte dans ses décisions, même si effectivement il était tout de même possible de révoquer ces hommes de confiance à tout moment. Le pouvoir abbasside disposait sans doute de plus de pouvoir direct qu'un roi européen, mais son autorité n'était pas sans limite. Ainsi, à Bagdad, les grands savants religieux, les oulémas, pouvaient condamner publiquement certaines de ses décisions et remettre en cause leur conformité avec la loi islamique. Une contestation de leur part suffisait parfois à fragiliser son autorité. Le pouvoir militaire lui aussi échappa progressivement au contrôle des califes. À partir du XIe siècle, les sultans seldjoukides commencèrent en effet à diriger les armées, prenant en main une grande partie des affaires politiques et laissant souvent au calife un rôle surtout religieux. Après la chute de Bagdad, en 1258, le califat abbasside fut rétabli au Caire. Mais cette fois, les califes ne détenaient plus le pouvoir réel. Ils conservaient leur prestige religieux, tandis que les sultans mamelouks gouvernaient, levaient les armées et prenaient les grandes décisions. Gengis Khan. Parlons maintenant du souverain dont le pouvoir semble à première vue le plus écrasant de toute cette période. Il s'appelle Temujin, mais l'histoire l'a retenu sous le titre qu'il porta à partir de 1206, Gengis Khan, qui signifie souverain universel. En l'espace d'une vingtaine d'années, cet homme issu d'une tribu nomade de la steppe mongole construisit le plus grand empire contigu de l'histoire. De l'océan Pacifique jusqu'au Danube, du détroit de Bering jusqu'à l'Asie centrale. Des centaines de peuples différents, de cultures radicalement diverses, se retrouvèrent sous une seule autorité. Gengis Khan est donc objectivement le monarque disposant du territoire le plus vaste parmi tous ceux dont nous parlons. Mais avait-il pour autant le pouvoir le plus absolu ? La réponse est plus nuancée qu'on ne pourrait le croire.
Pour gouverner un territoire aussi immense, Gengis Khan mit ainsi en place un système original. Et pour cause, ce dernier ne cherchait pas à administrer directement chaque région. Sa méthode était davantage pragmatique. Tandis qu'une province lui payait ses tributs et lui fournissait des soldats en cas de guerre, il lui laissait une relative autonomie. Les provinces étaient généralement confiées à des commandants militaires ou à des administrateurs civils compétents, souvent recrutés parmi les peuples conquis eux-mêmes. Ce qui importait n'était pas l'origine de l'administrateur, mais sa capacité à faire le travail. Évidemment, c'était loin d'être une démocratie, mais ça ressemblait tout de même à une certaine forme de méritocratie fonctionnelle, bien différente de l'aristocratie héréditaire européenne. Pour communiquer avec ces lointaines provinces, Gengis Khan créa un système de messagerie d'une efficacité remarquable pour l'époque. Les relais de chevaux frais étaient ainsi placés à intervalles réguliers sur toutes les grandes routes de l'Empire. Un message pouvait donc traverser le continent en quelques semaines. C'était l'équivalent médiéval d'un réseau de communication rapide et il permettait au Khan d'exercer une influence réelle sur des territoires très éloignés. Autour de lui, le Khan s'appuyait sur deux cercles. Le premier était sa famille proche, ses fils, ses frères, ou bien encore ses proches parents, qu'il appelait la lignée dorée. Ce cercle familial participait aux grandes décisions et administrait certaines régions clés. Le second cercle était composé de fonctionnaires professionnels recrutés pour leurs compétences. Au début, il s'agissait d'otages pris parmi les clans rivaux qui avaient tout intérêt à bien servir pour survivre. Mais rapidement, Gengis Khan importa des administrateurs chinois, persans et d'autres cultures pour leur savoir-faire dans les affaires de l'État. Et il y avait un autre élément très important. Gengis Khan ne se plaçait pas au-dessus de la loi. Il avait en effet développé un vaste code juridique qu'on appelle la Grande Loi ou Yasa, une sorte de synthèse des coutumes nomades et des pratiques des peuples conquis. Ce code était sévère sur bien des points, et pour cause, puisqu'il prévoyait par exemple la peine de mort pour le vol de bétail. Mais il contenait aussi un principe remarquable, à savoir que personne n'était exempt de la loi, pas même le Khan, encore moins sa famille. C'était une forme de limitation volontaire du pouvoir, symbolique autant que pratique, mais bel et bien réelle. Le plus grand empire de l'histoire médiévale était donc gouverné non par un despote capricieux, mais par un chef pragmatique, qui comprit très tôt que gouverner un empire aussi vaste exigeait de déléguer, de faire confiance, mais également et surtout de respecter des règles qui s'appliquaient à tous. La papauté. Pour finir ce tour du monde des pouvoirs médiévaux, arrêtons-nous sur un cas vraiment unique, celui du pape. À première vue, la situation du pape semble paradoxale. En effet, il ne contrôle directement qu'un petit territoire en Italie centrale. Il n'a qu'une armée modeste et il ne peut pas lever des impôts dans les royaumes étrangers. Enfin, contrairement à un roi, le pape est élu. À sa mort, sa fonction ne se transmet pas à un héritier, mais fait l'objet d'une nouvelle élection. En termes de pouvoir concret, le pape semble bien moins loti qu'un roi ou un calife. Et pourtant, au début du XIIIe siècle, le pape Innocent III et son successeur Honorius III furent sans doute parmi les individus les plus influents du monde chrétien. Comment ? Eh bien, la réponse tient dans la nature même du pouvoir papal. En effet, ce n'était pas un pouvoir militaire ou économique au sens direct. Son autorité était avant tout morale et religieuse. Mais attention, cette autorité lui offrait de puissants moyens de pression sur les souverains. Le premier était l'excommunication. Être excommunié signifiait être exclu de la communauté chrétienne et de ses sacrements. Pour un roi du Moyen-Âge, dont la légitimité reposait en grande partie sur la foi catholique, c'était potentiellement catastrophique. Un roi excommunié perdait ainsi l'onction divine qui justifiait son règne. Conséquence, ses vassaux pouvaient se considérer libérés de leur serment de fidélité, et ceux qui rêvaient de le renverser avaient soudain une justification morale pour le faire. Le roi Jean d'Angleterre en fit lui-même l'expérience lorsqu'il entra en conflit avec le pape. Excommunié, il vit son autorité fortement ébranlée et dut finalement se soumettre à Rome. Un siècle plus tard, l'empereur Henri IV avait lui aussi été excommunié par le pape Grégoire VII. Craignant de perdre le soutien de ses princes, il traversa les Alpes en plein hiver pour demander son pardon à Canossa en 1077. Une scène devenue l'un des symboles les plus célèbres de la puissance de la papauté au Moyen-Âge. Deuxième moyen de pression du pape, la vassalité.
En effet, quand le pape accordait sa grâce à un monarque excommunié, il pouvait exiger en échange que ce roi devienne son vassal et lui paie un tribut annuel. Une fois encore, l'exemple de Jean d'Angleterre est révélateur. En 1213, Jean d'Angleterre, en se soumettant au pape Innocent III, fut obligé de reconnaître les royaumes d'Angleterre et d'Irlande comme des fiefs du Saint-Siège, et il s'engagea en conséquence à verser un tribut annuel de 1000 marks. 700 pour l'Angleterre et 300 pour l'Irlande. À noter que le roi d'Aragon vécut une situation similaire. Troisième arme papale, la déposition. Si un roi refusait de se plier aux exigences du pape, ce dernier pouvait tout simplement déclarer que ce roi n'avait plus le droit de régner, mais également appeler d'autres souverains à s'emparer de ses terres. C'était la menace ultime, utilisée notamment contre des rois récalcitrants. Prenons encore le cas de ce pauvre Jean sans terre. En 1212, Innocent III encouragea en effet le roi de France, Philippe Auguste, à envahir l'Angleterre afin de le renverser. Face à cette menace, Jean préféra finalement se soumettre à Rome l'année suivante. Quatrième arme, sans doute la plus spectaculaire, l'appel à la croisade. Et quelle arme, puisqu'avec une simple lettre, le pape pouvait déclencher la mobilisation de milliers de chevaliers à travers toute l'Europe. Cerise sur le gâteau, quiconque participait à une croisade recevait l'absolution de tous ses péchés. C'était une monnaie d'une valeur inestimable dans une société profondément religieuse. À noter que ces croisades pouvaient être lancées non seulement contre les musulmans en Terre Sainte, mais aussi contre des chrétiens jugés hérétiques dans des régions d'Europe même. L'exemple le plus dramatique est la croisade contre les Cathares du Languedoc, lancée par Innocent III en 1209. À la fin du XIIe siècle, le catharisme connaît en effet un grand succès dans une grande partie de cette région du sud de la France. Considérés comme hérétiques par l'Église, les cathares refusent plusieurs doctrines essentielles du christianisme. Malgré les tentatives de prédication, le mouvement continue de se développer, souvent avec la protection ou la tolérance de certains grands seigneurs locaux, notamment Raymond VI de Toulouse. En 1208, le légat pontifical Pierre de Castelnau est assassiné après avoir excommunié Raymond VI. Bien que la responsabilité directe du comte n'ait jamais été prouvée, le pape Innocent III utilise bel et bien cet événement comme élément déclencheur en lançant donc en 1209 la croisade des Albigeois contre les hérétiques cathares et leurs protecteurs. Résultat, des milliers de combattants venus de toute la France déferlent sur une région prospère et cultivée. Les estimations parlent généralement de plusieurs dizaines de milliers de morts, peut-être davantage, et ce, en 20 ans de guerre. Mais le pape, lui non plus, n'était pas seul à décider. Il était en effet entouré de cardinaux qui constituaient sa curie, c'est-à-dire son conseil permanent. Ces cardinaux avaient souvent travaillé à l'étranger comme ambassadeurs et ils y avaient ainsi noué des liens étroits avec des rois, des barons et des évêques locaux. Lorsqu'ils revenaient à Rome, ces alliés pouvaient plaider leur cause auprès du pape et ainsi infléchir ses décisions. En d'autres termes, même au sommet de l'Église catholique, le pouvoir se négociait. Vers l'absolutisme. Si les souverains médiévaux ne pouvaient pas tout se permettre, alors pourquoi avons-nous en tête cette image des rois tout-puissants ? Eh bien tout simplement parce que les siècles qui suivirent le Moyen-Âge transformèrent profondément la monarchie. Comme on l'a vu au XIIIe siècle, un roi de France ne disposait même pas d'une armée permanente. Pour partir en guerre, il devait convaincre ses vassaux de le suivre. 4 siècles plus tard, Louis XIV entretenait quant à lui une armée permanente de plusieurs centaines de milliers d'hommes, qu'il pouvait mobiliser sans demander l'accord de ses grands seigneurs. La même évolution se retrouve dans l'administration. Au Moyen-Âge, les rois s'appuyaient largement sur les seigneurs locaux pour rendre la justice, lever les impôts ou administrer leurs terres. À l'époque moderne, ces fonctions passèrent progressivement entre les mains d'officiers et de fonctionnaires directement nommés par le souverain. Le pouvoir royal ne s'est donc pas imposé d'un seul coup, il s'est construit lentement au fil des siècles, en retirant peu à peu aux grands seigneurs les prérogatives qu'ils exerçaient depuis longtemps. Et pourtant, cette image de la monarchie absolue dans les films, les séries et les jeux vidéo projette souvent sur tout le Moyen-Âge celle d'un roi qui décide seul, commande seul et ne rend de compte à personne. Pourtant, les exemples que nous avons étudiés racontent une toute autre histoire. Jean d'Angleterre contraint d'accepter la Magna Carta, Henri IV se rendant à Canossa pour demander le pardon du pape et obligé d'attendre 3 jours pieds nus en habit de pénitent avant d'être finalement reçu.
Même les califes abbassides, à partir du XIe siècle, virent une grande partie du pouvoir politique passer entre les mains des sultans seldjoukides. Quant aux plus puissants souverains mongols, eh bien, ils demeuraient soumis à la grande Yassa et dépendaient de la fidélité de leur chef. Le roi tout-puissant du Moyen-Âge n'a donc jamais vraiment existé. Cette image appartient surtout aux siècles qui ont suivi, car pendant près de 1000 ans, gouverner signifiait avant tout composer avec d'autres pouvoirs. Et c'est précisément ce qui rend le Moyen-Âge beaucoup plus complexe, mais également beaucoup plus intéressant que la légende. Une dernière anecdote. On pourrait croire que tout s'arrête, comme on l'a vu avec la Magna Carta en Angleterre. Pourtant, moins de 50 ans plus tard, l'histoire se répète. En effet, en 1264, le roi Henri III entre en guerre contre ses propres barons. Battu, il est finalement capturé avec son fils, le futur Édouard Ier. Résultat, pendant plusieurs mois, le roi d'Angleterre ne gouverne plus librement. Le véritable pouvoir passe entre les mains de Simon de Montfort, qui convoque même un parlement réunissant non seulement les grands seigneurs, mais aussi des représentants des villes et des comtés. Édouard parvient néanmoins à s'échapper et reprend finalement le pouvoir. Mais cet épisode rappelle une chose essentielle. Au Moyen-Âge, même un roi pouvait être vaincu, capturé et privé de son autorité par ses propres sujets. Et c'est peut-être là la meilleure preuve que le roi tout-puissant appartient davantage à la légende qu'à l'histoire. Si ce documentaire vous a permis de voir le Moyen-Âge sous un angle nouveau, pensez à vous abonner, à liker et à booster la vidéo. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt.